Bon alors on se retrouve aujourd'hui pour une dernière petite vidéo news avant les grosses annonces du CES 2025, puisque c'est vrai que les rumeurs vont bon train en ce moment du côté des cartes graphiques, sans grande surprise. Mais allons voir un petit peu tout ce qui se passe ces derniers jours, tout ça juste après la petite sponsor, c'est parti. Alors, petit changement qui n'en est pas vraiment un pour le sponsor de la chaîne, vous connaissez sûrement GoDeal24 qui accompagne la chaîne depuis maintenant pas loin de 2 ans, eh bien on bifurque maintenant sur KissFan, qui est un autre site de la même boîte, mais c'est exactement la même chose. On retrouve donc les classiques, ainsi que les mêmes codes promo et réductions avec les clés Windows 10 Pro à moins de 9€, et les clés Windows 11 Pro pour moins de 14€ avec le code de la chaîne VCG50. Et pour les clés Office ou les packs Windows plus Office, vous bénéficiez de 62% de réduction avec le code VCG62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement par carte ou PayPal. Et au moment de recevoir là ou les clés par mail avec les instructions pour les utiliser, n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça vous permet de soutenir la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat, tout en ayant quelque chose en retour. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Alors avant d'aller plus loin, je tenais à remercier tous les gestes de soutien suite à ma dernière vidéo où je faisais le bilan de la chaîne sur 2024. Et je m'attendais vraiment pas à autant d'encouragement, que ce soit moral ou les différents coups de main et contributions. Il y a eu beaucoup de super thanks, beaucoup de soutien, sur Ko-fi également. Et ça fait vraiment super plaisir. Peu importe, que ce soit des petites ou grosses contributions, que ce soit juste un petit mot gentil, tout ça, ça fait toujours super plaisir de voir que vous appréciez le travail que je produis. Et le principal, c'est que vous soyez là. Donc encore un grand merci aux contributeurs réguliers ou occasionnels, petits ou gros moyens, et tous ceux qui regardent les vidéos, bien évidemment, puisque sans vous, même si je produis beaucoup de travail, en réalité, si vous n'êtes pas là, la chaîne ne pourrait pas survivre, tout simplement. Il y a un moment ou un autre, j'aurai moins de temps et je devrais travailler à côté, donc bien évidemment, il y aurait moins de contenu. Donc bref, on va aller voir ce qui se passe maintenant du côté des news. Donc on démarre avec cette histoire autour des B580 d'Intel qui font un petit peu de bruit ces derniers jours, suite à un test chez Hardware Canucks, comme vous le voyez ici, il teste la B580 avec un i5 9600K et compare la perte de performance par rapport à un même test avec un 9800 3D. Et ils font la même chose avec d'autres cartes graphiques, évidemment. Selon les jeux, la B580 peut perdre énormément en performance comparativement aux cartes de chez AMD ou d'NVIDIA. Et chez Hardware Unbox, ils ont un peu refait, je dirais, le même test, dans une première vidéo où ils comparaient les résultats avec un Ryzen 2600X. Et bien évidemment, il y avait plus ou moins les mêmes problèmes. Alors, quelque part, j'ai envie de dire, rien de vraiment très nouveau. C'était déjà le cas avec la première génération de Arc, tout simplement. Déjà parce que les cartes graphiques d'Intel nécessitent le resizable bar pour fonctionner de manière optimale. Et en plus, avec la B580, on est maintenant sur 8 lignes PC Express 4.0, là où le 770 en avait 16. Et dans certains jeux, ça doit encore du coup impacter encore plus les performances sur les anciennes plateformes. Alors, je sais, dans les BIOS des cartes mères, que ce soit les Core 8000, 9000 ou les Ryzen 2000 ou même 1000, on peut souvent activer le resizable bar dans le BIOS, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça fonctionne de manière optimale ou aussi bien qu'avec des processeurs plus récents ou des plateformes plus récentes dans l'ensemble. Puisqu'on a déjà vu dans des tests par le passé que même les Ryzen 3000, dans certaines situations, le resizable bar fonctionne moins bien qu'avec les 5000 par exemple. Donc bon, il n'y a pas que ça dans les tests qui sont soulevés aujourd'hui, puisqu'il y a non seulement les soucis de resizable bar, mais il y a aussi un souci de driver overhead, donc le poids des drivers. Ça a déjà été un petit peu soulevé avec les drivers d'NVIDIA dans certaines conditions. Et en gros, le poids des drivers, quand le processeur, je dirais, fortement sollicité, dans les jeux les plus lourds côté processeur, parfois, le poids des drivers fait que certaines cartes vont performer un petit peu moins bien que d'ordinaire, par rapport à des cartes où les drivers sont un petit peu plus légers, comme chez AMD par exemple. Donc par exemple en 1080p, on avait déjà vu des jeux où les cartes d'AMD avaient plus de performance que par exemple même une 4090. Ça arrive, mais apparemment chez Intel, le poids des drivers sera encore un petit peu plus lourd, puisque comme on peut le voir ici, par exemple sur Warhammer 40K, on voit que à chaque fois qu'on baisse de classe de processeur, la B580 perd en performance, je dirais de manière plutôt linéaire en réalité, là où la 4060 se maintient beaucoup mieux,
jusqu'au Ryzen 3600 où là ça chute un petit peu plus pour les deux cartes graphiques en fait. Et tout en bas, comme on peut le voir, avec le Ryzen 2600, ça chute encore plus. Donc bon, c'est aussi pour ça que dans mes tests de la B580, je rappelle bien qu'il vaut mieux une plateforme relativement moderne pour pouvoir l'utiliser dans les meilleures conditions possibles. Et si c'est pas le cas, vaut mieux se tourner, je dirais, vers des cartes graphiques du type RTX 3060 ou 6750 XT qu'on trouve encore sur le marché du neuf, pour avoir accès non seulement aux 16 lignes PC Express, puisque si vous avez une ancienne carte mère, les cartes mères PC Express sur 8 lignes PC Express 4.0, il y aura des jeux où vous aurez moins de performance. Et aussi, le resizable bar a un petit peu moins d'impact sur certaines de ces cartes-là, même si on sait aussi que par exemple sur la 6750 XT, le resizable bar, ou Smart Access Memory, vous l'appelez comme vous voulez, peut apporter un gain de performance en plus. Mais c'est beaucoup moins impactant que sur les cartes d'Intel, où il y a nécessité d'avoir le resizable bar pour avoir des performances correctes. Mais bon, même Intel lui-même indique bien dans les configurations recommandées pour pouvoir utiliser la B580 qu'il faut avoir un Intel Core génération 10 ou un Ryzen 3000 au minimum, et support du resizable bar obligatoire. C'est même écrit sur la boîte de la carte. Et cette histoire-là, c'est pas nouveau, puisque si on regarde un test de Tech Power Up sur le sujet, on voit que la 770 de la génération précédente, on voit bien, là c'est la moyenne, il y a des jeux où l'impact est plus ou moins important, mais on voit que là aussi, la 770 peut perdre beaucoup de performance sans le resizable bar, ou le PC Express 3.0 qui fait perdre encore un petit peu plus de performance. Et là, c'était sur une carte avec 16 lignes PC Express. Donc avec la B580, je pense qu'il y a des scénarios où elle est encore un petit peu plus impactée par ce phénomène-là que la 770 par exemple. Et après, évidemment, oui, le poids des drivers, comme je le disais tout à l'heure, vient encore un petit peu achever la chose. Et comme je le disais dans mon test également, le fait qu'Intel ait choisi d'orienter sa communication sur les performances en 1440p de la carte, c'est pas, je dirais, surprenant, puisque c'est là que la carte est à son meilleur comparativement à la 4060. Parce que bon, tous les tests ne sont pas les mêmes pour la B580, mais moi dans mon panel de test, la 4060 finissait devant la B580 en 1080p, et en 1440p elle était très légèrement devant ou derrière, ça dépendait des jeux, je sais plus en moyenne, c'était assez proche, mais on était quand même assez loin, je dirais des 10% de performance en plus communiqués par Intel. Donc selon les panels de jeu bien évidemment, ça peut aller, je dirais, d'un extrême à l'autre. Donc on voit déjà de base que les performances des cartes d'Intel sont un petit peu moins stables que celles de chez AMD et Nvidia, c'est moins constant, on va dire. Et en 1440p, comme on le voit ici chez Tech Power Up, avec la 770, c'était déjà un petit peu la même chose. La perte de performance due au resizable bar et le poids des drivers et compagnie était un petit peu moins important. Donc bon, ce phénomène-là est pas nouveau du tout. Les cartes d'Intel, en 1080p, comparativement aux cartes des concurrents, ne peuvent pas être exploitées à leur maximum par le poids des drivers, par des problèmes d'architecture, j'en sais rien. Et on avait déjà observé à nombreuses reprises que comparativement du coup aux cartes des autres marques, en 1440p, elles perdaient moins de performance. Non pas, je dirais, parce qu'elles sont plus performantes ou qu'il y a un truc magique chez Intel qui fait qu'ils perdent moins de performance en augmentant la résolution, mais c'est tout juste parce qu'en 1080p, les cartes en fait sont pas exploitées à leur maximum, on va dire. Bon bref, ça je dirais c'est des trucs qui n'ont pas été assez rappelés dans beaucoup de tests au moment de la sortie de la B580 en général. Mais du coup ça m'étonne un petit peu de voir autant de surprises sur le sujet, il n'y a rien de nouveau en fait. Et j'ai toujours trouvé que c'était une des grosses faiblesses des cartes d'Intel, puisque avoir un positionnement entrée de gamme, c'est très bien, mais c'est vrai que de ne pas pouvoir recommander ces cartes-là pour des machines un petit peu plus anciennes pour un dernier upgrade de carte graphique, c'est quand même un petit peu dommage. Puisque par exemple, pour tous ceux qui sont encore sur les, sur les RX 580, 480, qui commencent à vieillir quand même, les GTX 1060, qui ont des plateformes sur des Intel génération 6000, 7000, 8000, on pourrait pousser, je dirais, le niveau de performance jusqu'à des cartes type B580, la 3060, les 6700 XT et compagnie, ça passe encore. Est-ce que c'est optimal? Non, mais dans la majorité des jeux, il y aurait quand même un gain. Et du coup, la B580 n'est pas recommandable pour ce type, je dirais, de configuration. Malheureusement, c'est assez rarement souvent dit, donc bref. On enchaîne côté processeur, maintenant toujours chez Intel. Et bien apparemment, les processeurs non-K pour la plateforme LGA 1851, donc les Core Ultra 200, version non-K, sont apparemment bien prévus pour un lancement mi-janvier, selon les dernières rumeurs, puisque apparemment des précommandes seraient déjà en cours en Chine, pour une mise en vente qui sera apparemment prévue pour le 13 janvier pour ces nouveaux processeurs. On a aussi vu passer des renders supposés du packaging pour ces nouvelles séries de processeurs, avec apparemment quand même des boîtes plus importantes, qui indiquent probablement un système de refroidissement qui serait fourni avec.
qui, j'espère, sera peut-être un petit peu plus sympa que sur les générations précédentes qu'on a eu chez Intel, puisque c'est vrai que les processeurs box d'Intel sont quand même très mauvais, et en plus de ça, pas très agréables à installer, on va dire. Donc bon, j'espère qu'Intel les a mis à jour. Si c'est pas le cas, bon, c'est toujours mieux que rien, ça peut permettre d'économiser un petit peu. Bah, ça pourrait rendre du coup les processeurs encore un petit peu plus intéressants, puisqu'il n'y aurait pas forcément besoin d'acheter encore à côté de ça un petit ventirad, même si on en trouve de très bons à 20-25 balles. Bon, bah c'est toujours ça d'économiser. Donc bon, on devrait avoir des annonces allant dans ce sens-là au CES, avec également des cartes mères en B860 et H810. Bon, comme on le voit ici, ça commence déjà à fuiter un petit peu, par exemple du côté de chez Gigabyte, où ils ont fuité des cartes en B850, ça c'est pour les nouvelles plateformes AMD, et les B860 chez Intel. Donc beaucoup de cartes mères qui vont sortir en prévision pour ces nouvelles plateformes, qui seraient du coup un petit peu plus abordables, puisque c'est vrai que jusqu'ici, pour les nouveaux Core Ultra, on n'avait que les cartes mères en Z 890 qui sont quand même très coûteuses pour la plupart. Là, je dirais, ça pourrait rendre la nouvelle plateforme d'Intel un petit peu plus intéressante du point de vue coût dans son ensemble. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, c'était aussi une grosse barrière, je dirais, pour ces nouveaux processeurs, qui ne sont pas si mauvais que ça, comme on l'a vu dans mon test il n'y a pas très longtemps. D'autant plus que chez AMD, on attend aussi l'arrivée de la gamme des processeurs non X pour les Ryzen 9000, apparemment prévu pour fin janvier, selon les rumeurs, et il y a de grandes chances que le Ryzen 9600 dont on parle ici soit très proche du 9600X, vu qu'on serait toujours sur des processeurs de gamme 65 watts pour les deux. Je m'attends à juste des fréquences en boost un petit peu plus basses pour le 9600, mais des performances très proches au final par rapport au 9600X, et ça pourrait le rendre plutôt intéressant, puisqu'on trouve déjà régulièrement le 9600X autour des 230 dans le commerce classique, je dirais, et sur AliExpress, on l'a déjà vu à 180 € il n'y a pas très longtemps, et du coup, peut-être que d'ici quelques mois, le 9600X pourra être encore un petit peu moins cher. Ça permettrait par exemple de pouvoir remplacer sur le tout entrée de gamme AM5 le 7500F, et peut-être qu'il baissera de tarif aussi. Parce que c'est vrai que le 7500F, pareil, sur AliExpress, on trouve assez régulièrement aux alentours des 130-140 balles, et c'est un plutôt bon deal aussi. Et on devrait normalement, en toute logique aussi, voir arriver les Ryzen 9700 et 9900 non X, si AMD, je dirais, reproduit la gamme non X de la même manière que sur la génération Ryzen 7000. Ce qui, en toute logique, devrait être le cas. Et en ce qui concerne les Ryzen 9, 9900 et 9950 X3D, les dernières rumeurs tournent toujours autour d'un lancement pour la fin janvier là aussi, et tout comme pour le 9800 X3D, on devrait avoir des fréquences plus élevées que sur la génération précédente, pour la partie avec 3D V-Cache, ce qui amènera probablement cette nouvelle série au même niveau que les 9900X et 9950X en applicatif, voire même parfois supérieur dans les applis où le cache apporte un petit plus, comme on l'a vu avec le 9800 X3D, par rapport au 9700X. Par contre, on devrait toujours être ici avec un processeur avec un CCD avec X3D et un CCD normal. Et on verra s'il y aura les mêmes petits soucis de dispatchage des tâches entre les différents CCD comme sur la Ryzen 7000, puisqu'on avait vu qu'à de très nombreuses reprises, le 7800 X3D finissait même devant le 7950 X3D en moyenne dans les jeux. Et en parlant de la gamme X3D, c'est aussi intéressant de noter que les soucis d'approvisionnement du 9800 X3D sont surtout dus à une très forte demande, puisque si on regarde les derniers chiffres en provenance de chez Mindfactory, le processeur s'arrache toujours avec 2450 ventes sur le mois de décembre, et c'est beaucoup plus que tous les autres processeurs qui sont pourtant, eux, sans souci de stock. Donc ça, c'était le récap pour le mois de décembre. Bon, alors ça va être un petit peu petit, mais en gros, la semaine dernière, le 9800 X3D s'est vendu à 1620 exemplaires, donc il y avait dû y avoir une réapp pro, et tout est parti. Donc s'il y avait plus de stock, il y aurait même des chances que le 9800 X3D se vende encore plus que ça. Et on voit que sur ce récap, je dirais, des ventes dans l'ensemble, eh bien on peut voir que le 9800 X3D se vend également mieux à lui tout seul en 2 mois que tous les autres Ryzen 9000 combinés en 5 mois, avec 8650 ventes pour le 9800 X3D, contre quasi 5000 pour les 4 autres Ryzen 9000 ensemble. Donc bon, c'est quand même assez impressionnant point de vue de démarrage, mais on voit aussi, tout en haut aussi, que le 7800 X3D s'est écoulé à pas moins de 80 000 exemplaires dans la boutique, c'est chez Mindfactory en Allemagne, depuis sa sortie. C'est loin devant tous les autres Ryzen 7000, donc clairement, la gamme X3D fait un carton auprès des acheteurs au détail, ce qui n'est pas vraiment très surprenant. Et les prix, du coup, sont hélas pas près de baisser pour le 9800 X3D, vu qu'AMD est grosso modo tout seul sur le segment. Bon, je dirais que au fur et à mesure que l'approvisionnement se régularise, on va dire, les tarifs vont revenir à la normale, mais ça restera un processeur malgré tout quand même assez coûteux, mais c'est logique, il n'y a pas vraiment de concurrence.
Et on passe ensuite sur l'avalanche de rumeurs en tout genre, côté carte graphique, et rappelez-vous, hein, ça reste pour l'instant des rumeurs qui demandent à être confirmées. Et on commence du coup avec RDNA 4, il semble bien apparemment qu'AMD serait bien décidé de changer de nomenclature au niveau du nom de sa gamme, puisque quasiment toutes les rumeurs vont maintenant dans le même sens, et les RX 8800 XT et compagnie qu'on attendait, seraient donc maintenant des RX 9070 XT, 9060 et ainsi de suite. Et on entend parler d'une annonce au CES dans la keynote d'AMD pour un lancement fin janvier. Donc ouais, déjà là, on commence à entrevoir, je dirais, l'embouteillage de sortie de matos fin janvier, puisqu'il y avait tous les processeurs dont on a entendu parler juste avant. Il y a les nouvelles cartes graphiques AMD, il y a les nouvelles cartes graphiques Nvidia aussi. Bon, ça va être l'embouteillage, ça va être n'importe quoi. Et bon, au niveau des rumeurs, selon le board channel chinois, un forum chinois, on voit souvent passer pas mal de rumeurs sur les stocks et compagnie, des différentes boutiques et tout ça, les approvisionnements. Et bien apparemment, AMD se focaliserait dans un premier temps sur la 9070 XT pour le lancement. Et au niveau de la Pro, il se pourrait bien que ce soit un petit peu compliqué en janvier, mais plus de stock à partir de février, après le nouvel an chinois. Alors ça, je dirais, c'est la situation pour la Chine. Est-ce que ce sera le même déroulé chez nous? On verra bien. Et au niveau des cartes elles-mêmes, on entend dire qu'il se pourrait qu'il y ait dans un premier temps plus de modèles MBA, donc les modèles de référence AMD, l'équivalent, on va dire, des Founders Edition de chez Nvidia, avec les cartes custom qui arriveraient ensuite, dans un second temps, en plus grand nombre. On verra bien si ça se déroule de la même manière qu'ici. Pour les Ryzen 7000, on n'avait pas eu tant que ça, je dirais, de modèles MBA. Il y en avait eu au lancement, mais c'est vrai qu'elles ont disparu assez vite, surtout qu'il y avait eu des problèmes au niveau du refroidissement sur certaines séries avec la XTX. Et on a eu assez rapidement des cartes custom. Bon, est-ce que ce sera la même chose ici? On verra bien. Et pour le reste de la gamme RDNA 4, on entend dire ici une arrivée de la 9070 non XT et des 9060. Alors est-ce qu'AMD étalera ses lancements dans le temps? Ça dépendra sûrement de l'état des stocks de RDNA 3 qui reste. Mais quand on voit qu'il y a toujours quelques références en RDNA 2 assez facilement dispo sur le marché du neuf, ce serait pas une mauvaise chose d'ailleurs qu'ils commencent à les liquider un petit peu plus agressivement ces cartes-là, mais bon. On verra bien comment ça se passe. Mais je serais pas surpris qu'AMD lance la carte la plus performante en premier et les autres un petit peu plus tard. Et la photo qu'on voit ici, c'est d'ailleurs censé être le modèle de référence pour la 9070 XT. Personnellement, je trouve ça un petit peu plus quelconque que le design des cartes RDNA 3 ou même RDNA 2, que je trouvais quand même vraiment sympa dans l'ensemble, surtout en noir pour RDNA 2. Et c'est vrai que les 7900 XTX et XT en MBA étaient plutôt classe, je trouve. Mais bon, parfois les renders tels qu'on les voit ici se rendent moins bien, je dirais, qu'en vrai. Donc on verra bien comment ça se passe. Mais c'est vrai que là, grosso modo, ça ressemble, je dirais, limite à une variante de la gamme Ventus de chez MSI. Il n'y a rien d'exceptionnel au niveau du design, après avoir la tranche et tout ça, mais c'est vrai que du coup, là, bon, c'est un design plutôt classique. Et au niveau des cartes custom, pour la 9070 XT, on a Power Color qui continue de les teaser, avec ici la Red Devil, qui apparemment aurait le cul tout rouge. Alors, ça suit les lignes habituelles de la gamme, je dirais. Et souvent, il y a des trucs quand même assez intéressants avec les Red Devil. Il y avait eu par exemple des backplates changeables et tout ce genre de trucs. Donc on verra bien s'ils font encore une fois la même chose ici. Mais c'est vrai que Power Color a produit quand même de très très bonnes cartes custom sur les dernières générations. Par exemple, les L1 en RDNA 3 étaient aussi vraiment de très très bonnes cartes. Même si au niveau du design n'était pas incroyable, mais au niveau du silence et tout ça, elles étaient vraiment excellentes. Donc j'espère que Power Color continuera sur cette ligne-là. Au niveau des specs et de la console, alors les dernières rumeurs sur chip L indiquent que la 9070 XT pourrait booster jusqu'à 3.1 GHz avec une console de 260 watts pour les modèles de référence et jusque 330 watts pour les modèles custom. Donc si ça se vérifie, AMD apparemment laisserait quand même pas mal de marge à ses partenaires au niveau overclocking et consommation. Reste à voir l'impact que ça pourrait avoir sur les performances finales, puisque c'est vrai que 27% de conso en plus, c'est quand même pas rien. La personne indique aussi ici qu'à stock, cette 9070 XT se situerait autour des performances de la 4080 à 5% près. Alors, ça contraste quand même pas mal avec d'autres rumeurs qu'on a entendues dernièrement qui allaient plus dans le sens de performances tournant entre la 7900 GRE et la 7900 XT. Point de vue spec, je vous avoue que ça me paraîtrait plus logique qu'elle soit entre la GRE et la XT, plutôt que d'être quasiment au même niveau de performance que la 4080, je dirais en dehors de certains jeux qui sont à l'avantage d'AMD, comme les Call of Duty dernièrement. Donc bon, on verra bien, il reste pas longtemps à attendre, mais c'est sûr que si cette carte arrive à taquiner la 4080, ce serait une très bonne nouvelle, et ce serait une bonne surprise, et quoi qu'il arrive, le plus important, ça restera de toute manière le ratio performance-prix, et c'est ça qui nous dira si les déclarations d'AMD d'il y a quelques temps, qui indiquaient qu'ils voulaient être plus agressifs pour gagner en part de marché, est-ce que ça se vérifiera du coup par les prix ou pas?
puisque clairement, RDNA 3, que ce soit au niveau des résultats financiers d'AMD ou des parts de marché, que ce soit sur les enquêtes Steam ou chez John Petty's Research, bah on a bien vu que la stratégie RDNA 3 n'a pas été un franc succès. Et avec un Intel qui progresse quand même petit à petit, je trouve qu'AMD doit se montrer plus hargneux qu'ils ne l'ont été dernièrement côté carte graphique. Sinon, on entend également dire que niveau connecteur, AMD resterait sur du 2 x 8 pins sur les modèles de référence et 3 x 8 pins possibles pour les modèles custom, mais pas de 12V 2 x 6 comme chez Nvidia, hein, ce qui est pressenti pour quasiment toute la gamme RTX 5000. Je pense pas que ce coup-ci on ait des modèles avec seulement 8 pins, mais on verra bien. Et l'autre grosse rumeur évidemment, c'est autour du FSR4 qui pourrait se montrer lors de la présentation au CES. Donc bon, on verra bien. Je suis quand même très curieux de voir les évolutions pour le FSR, surtout côté upscaling, qui en a quand même bien besoin. Ce serait une excellente nouvelle que ça progresse de ce côté-là. Mais on sent, je dirais, qu'au-delà du hardware, c'est vrai que le software pour les GPU prend aussi de plus en plus d'importance, que ce soit chez Nvidia ou AMD. Et du côté Nvidia maintenant, alors, beaucoup de rumeurs, je dirais, dans tous les sens. On a vu passer des PC prémontés avec des 5080 et 5070 Ti dans les listings chez iBuyPower. Par contre, il y avait des performances indiquées sur Valorant et League of Legends. Alors, c'était apparemment un petit peu fantaisiste et pas cohérent. Surtout qu'en plus, Valorant et League of Legends, c'est pas vraiment des jeux qui pompent des masses sur la carte graphique. Bon, je pense qu'on peut laisser, je dirais, ces trucs-là de côté. On a aussi entendu dire chez HKEPC que la 5080 pourrait sortir avant la 5090 et qu'elle sortirait du coup le 21 janvier, donc à voir si ce sera confirmé ou pas dans quelques jours. Mais bon, une sortie dans ces eaux-là pour la première RTX 5000, ça paraîtrait plutôt logique, puisqu'on est en gros 2 semaines après les annonces, le temps que les exemplaires de test arrivent chez les testeurs et qu'ils fassent les tests aussi. Et on a d'ailleurs une boîte d'O 5080 de chez MSI qui aurait fuité chez Chipel, le modèle Gaming Trio, avec un design ma foi quand même plutôt classique, avec 3 bandes RGB, et apparemment il y aurait des nouveautés au niveau des contrôleurs des ventilos, avec un contrôle possible différent pour chaque ventilateur individuellement. Et bonne nouvelle aussi, il y aurait enfin une mise à jour d'Afterburner pour la sortie des cartes graphiques qui arrivent et le support des RTX 5000. Parce que c'est vrai que du point de vue mise à jour, Afterburner dernièrement, ça a quand même été très compliqué. On a aussi vu de la part d'Nvidia une possible RTX 5000 dans les teasers autour de la GeForce LAN 50 qui accompagne l'annonce des nouvelles cartes. Alors, est-ce que c'est une vraie nouvelle carte? Est-ce que c'est le vrai nouveau design par exemple pour les Founders Edition? Ou juste, je dirais, une fausse carte, comme ils en ont déjà fait, puisque Nvidia a souvent utilisé des designs de cartes qui n'existaient pas dans ses communications, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Là, ce qui sera intéressant, je dirais, c'est l'emplacement du connecteur 12V 2x6, puisqu'il paraît être ici positionné avec un angle, un petit peu comme c'était le cas sur les RTX 3000 Founders Edition. Ce qui, je trouve, pourrait être une bonne chose au niveau intégration dans les boîtiers, puisque du coup, il n'y aurait plus besoin de laisser autant de place vers la vitre, par exemple, des boîtiers. Même si c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique quand il est, je dirais, incurvé comme ça, mais je dirais d'un point de vue pratico-pratique, c'était quand même un petit peu plus sympa. Mais bon, on verra bien. Et au chapitre des rumeurs en tout genre, alors on a aussi vu passer les consommations supposées des 5090 et 5080, ici appuyé par El Famoso Copy de 7Kimi sur Twitter, qui a quand même un track record assez correct du point de vue des fuites pour les cartes Nvidia, donc il y a des chances que ça soit probablement véridique. Et effectivement, comme on l'entend dire depuis un moment maintenant, la nouvelle gamme consommerait plus que l'RTX 4000, ce qui est dans l'absolu plutôt logique, vu qu'NVIDIA est resté sur grosso modo le même process de fabrication que sur la génération précédente. Ça implique de faire des cartes un petit peu plus grosses, cadencées, je dirais à des fréquences supérieures et tout ça. Et du coup, ça veut dire une augmentation de consommation aussi. Ce qui amènerait la 5090 à 575 watts de conso et la 5080 à 360. Donc bon, je pense que de toute façon, on peut s'attendre à une consommation en hausse sur la plupart de la gamme. Pour la 5080, bon, c'est pas beaucoup plus que la 4080. Bon, après, reste à voir son comportement, je dirais, en jeu. Par contre, pour la 5090, si c'est bien 575 watts, c'est quand même beaucoup plus costaud que la 4090. Et je pense pas qu'on ait eu une carte aussi énergivore sur la gamme grand public, je dirais en dehors de trucs type SLI à l'époque, avec plusieurs cartes graphiques. Mais bon, vu les specs supposés, ce serait pas vraiment surprenant non plus, vu le monstre que c'est censé être au niveau taille de puce et compagnie. Donc bon, reste à voir là aussi, je dirais, le comportement réel, et les marges côté Undervolt aussi, puisque sur la génération 4000, on pouvait quand même baisser pas mal la consommation, tout en perdant quasiment rien au niveau des performances. Donc on verra bien si ce sera le cas ici encore. Et une des dernières rumeurs, c'est le DLSS 4. Bon, on avait déjà vu avec les fuites de Zotac il y a quelques semaines que des améliorations côté DLSS allaient arriver. Il y a aussi tout ce qui est Neural Rendering, dont on a déjà parlé, où Nvidia va sûrement utiliser de plus en plus de techno basés sur l'IA dans la chaîne de rendu.
que ce soit la compression de texture, à un niveau quand même bien plus important qu'actuellement, et aussi sur les matériaux et compagnie. On avait vu, je dirais, différents papiers de la part de Nvidia allant dans ce sens. Donc à voir la forme que ça prendra au niveau de l'implémentation de ces nouvelles technologies, la compatibilité avec les anciennes cartes aussi, puisque bon, que ce soit Nvidia ou AMD, on espère quand même que les nouvelles technologies fonctionneront à minima sur les générations 4000 et 7000 pour le DLSS 4 et le FSR 4, même s'il n'y a rien de sûr, et on verra bien si ce sera le cas ou pas. Donc bref, voilà un petit peu le topo des derniers potins et rumeurs pour les futures cartes graphiques, et ça va quand même être intéressant de voir comment tout ça se développe dans les prochains jours, que ce soit ce qui était de vraies ou fausses rumeurs, et bien évidemment tout ce qui est prix, quels seront les impacts des possibles nouvelles restrictions au niveau des États-Unis, tout ça avec les tarifs, donc les nouvelles taxes sur les produits en provenance de Chine vers les États-Unis. Est-ce que ça impactera le prix chez nous? Est-ce que ces restrictions vont vraiment se mettre en place et tout ça? Bon, il reste quand même pas mal d'incertitudes à ce niveau-là, même si ça pourrait quand même avoir un impact assez important sur les tarifs du hardware en général. Donc on va essayer de voir aussi si du côté du CES, on a des infos, je dirais, qui vont dans un sens ou dans l'autre, pour voir un petit peu où on met les pieds. Du coup, si vous avez apprécié cette petite vidéo, comme d'habitude, les machins pénibles de YouTube, c'est débile, mais ça aide vraiment. La page Amazon de la chaîne, pour les exemples de config type, les cartes graphiques du moment et tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Et comme je le disais tout à l'heure, un grand merci aux membres soutien YouTube et Ko-fi de la chaîne, qui contribuent à sa survie, donc un gros pick up à vous tous encore une fois. Et sinon, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!